Salut, salut, on se retrouve encore sur SNA le podcast, toujours accompagné Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Salut Mansour. Ça va? Ça va. En forme? Ouais, en forme. Tranquille? En forme. Aujourd'hui, on a un invité de choix. Ouais. On va parler football africain. Mhm. Un gars qui a eu une carrière plutôt sympa, Ouais. qui depuis s'est reconverti de façon plutôt sympa aussi. Aussi. Hein? Un côté média, un côté terrain aussi. Notre invité, c'est Fousseni Diawara. Salut Fousseni. Salut Mansour, Merci d'être avec nous. salut Ibrahim, merci pour l'invitation. Bah, c'est normal, hein. Écoute, c'est la famille du football africain qui se réunit. Donc voilà, là, tu es sur SNA, le podcast, on parle football africain, on parle beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, pas forcément que football africain, mais aussi sur plein de thématiques. Et ça nous tenait un petit peu à cœur de t'avoir avec Ibou, parce que justement, on sait que le Mali, c'est une sélection qui fait beaucoup parler en Afrique, notamment en ce moment. Toi, tu as été au cœur de la machine pendant un petit moment. Je pense que tu as, tu as donné de ta personne. Et d'ailleurs, déjà, il y a beaucoup de... On a vu, voilà, ça s'est fini avec cette histoire de barrage contre la Tunisie. Il y a eu beaucoup de critiques, de déversements de haine de certains autres et tout. Mais déjà, mentalement, comment ça va? Parce que j'avais l'impression que c'était un truc, ça devait être épuisant, non? Oui, vu de l'extérieur, Ouais. tout le monde me dit ça, mais moi je prends toujours les choses avec du recul. J'essaie de rester lucide, déjà sur ma fonction, sur ce que je fais, et j'essaie surtout de garder quelque chose en tête, un mot, c'est le plaisir. Et je prends du plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à travers tout ce que j'ai pu faire. C'est vrai que j'ai été très longtemps dans cette sélection. J'ai commencé en tant que joueur, bien évidemment, pendant 14 ans. Et dans la continuité, bah, j'ai été team manager pendant 2 ans et sélectionneur adjoint pendant 4 ans et demi. Donc à peu près 20 ans. Donc pour rester 20 ans en sélection et prendre du plaisir, même si ce n'est pas toujours facile, pour moi, ça a été tout sauf compliqué. Parce que j'ai toujours essayé de garder cette notion en tête de plaisir. Représenter mon pays en tant que joueur, ça c'est un sentiment indescriptible. Mais ensuite, pouvoir l'aider justement à progresser, à évoluer. Moi seul, j'ai toujours dit, je ne peux rien faire. Il y a énormément de personnes autour de cette sélection qui ont œuvré pour pouvoir tout simplement améliorer et aider à faire grandir cette équipe nationale du Mali. Fous, quand tu parles de plaisir, maître mot, bon, moi, j'ai jamais été entraîneur ou entraîneur adjoint. Tu vois, dans la fonction de joueur, je comprends, ouais, jouer au foot et tout ça. Et comment tu définis le plaisir en étant à responsabilité, en étant entraîneur adjoint ou même team manager tu vois, j'arrive pas à comprendre le mot plaisir. Comment on arrive à avoir du plaisir dans ça, tu vois? Bah, c'est un tout, hein. Quand on parle de sélection, forcément, on parle d'organisation. Déjà, organisation, gérer, manager, diriger des séances, animer des séances. Le plaisir, ça englobe un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont moins plaisantes que d'autres. Mais quand on anime des séances avec des joueurs qui évoluent en Ligue des Champions, des joueurs qui évoluent dans des grands championnats européens, où il y a énormément de qualité, on ne peut pas ne pas prendre du plaisir quand on aime le football. Après, oui, c'est vrai que dans l'organisation, et ça je le dis toujours, c'est le nerf de la guerre des sélections, là où on doit vraiment faire l'effort de bien faire les choses. Voilà. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, c'est sûr, mais il faut faire en sorte de rendre les choses faciles. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on voit les choses négativement, on trouve des problèmes partout. Soit on voit les choses positivement et on trouve des solutions à tout. Donc tu me diras, en Afrique, comment tu peux trouver des solutions à tout? C'est compliqué. Non, avec la bonne volonté, on peut. On travaille pour notre pays. Donc il faut toujours relativiser. On sait que tout le monde n'a pas la chance d'être dans une sélection. Au sein de la sélection, tout le monde l'aime, entre guillemets, hein, la sélection du Mali. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Quand on y est, on ne peut pas se plaindre d'avoir certaines tâches compliquées. Surtout dans des tâches de l'organisation. Donc voilà, moi j'ai toujours essayé de garder ce plaisir en me disant, c'est une chance d'être là. Donc voilà, c'est du plaisir, c'est que du bonheur et il faut essayer d'en donner aux personnes qui aiment cette sélection.
Après, là tu viens d'aborder par exemple les problèmes structurels, je pense qu'il y a eu dans beaucoup de sections africaines, c'est l'organisation et ces choses comme ça. Mais est-ce que c'est pas justement là que beaucoup de monde, justement les staffs et tout, vous perdez énormément d'énergie et surtout quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas votre travail, vous le faites parce que comme tu dis, vous aimez le pays, la patrie, etc. Mais est-ce que c'est pas là le nœud du problème? Le premier problème auquel j'ai été confronté lorsque j'ai été team manager, ça a été d'essayer de convaincre les personnes qui sont là pour organiser que je pouvais leur apporter quelque chose. Voilà. Donc je ne peux pas arriver comme ça, où je suis un ancien joueur, je vais leur dire de faire ça, ils vont le faire. Non. Il faut que je leur montre pourquoi, leur explique pourquoi. La raison d'être de l'organisation, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Tu vois? C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens des grandes sélections. On n'a pas les moyens au niveau du matériel, au niveau financier. On n'a pas non plus les moyens, parfois même humains, quoi, la compétence. On n'a pas tout ça. Mais avec un petit peu d'intelligence, avec un petit peu de... On peut tout faire. Tout. On a fait des choses avec un minimum, on a réussi à faire un maximum. Je te donne un exemple pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar, les éliminatoires, on a fait 5 victoires, un match nul. Et je t'assure, hein, sans l'organisation qu'on a eue, on n'aurait pas pu. Ça aurait été impossible. Donc voilà, avant d'en arriver là, on a beaucoup travaillé dans les éliminatoires Coupe d'Afrique et on a fait surtout des diagnostics en disant ça n'a pas été, telle chose a bien été, ça on garde, ça on ne garde pas, telle personne n'a pas fait spécialement ce qu'il fallait. Non, on ne va pas lui dire ne viens plus. On va lui expliquer comment faire. Et à partir du moment où la personne a envie de progresser, a envie d'écouter, est convaincue que ce qu'on fait, ça peut nous apporter quelque chose à tous, et surtout quand derrière il y a le résultat, là forcément, bah c'est plus facile. Est-ce qu'il y a de la place à la critique constructive? C'est très difficile. En fait, ce qui est difficile en Afrique, au Mali plus particulièrement, c'est les susceptibilités. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que je te dis que ça prend du temps pour convaincre quelqu'un que ce que tu lui demandes de faire, c'est bon. Il faut connaître l'homme en face. Il faut connaître la personne à qui tu vas dire ça. Moi, j'arrive, c'est très simple. J'arrive, bonjour, comment vas-tu? Avant même de lui parler de travail, je lui parle de si tout va bien dans sa vie. Ça va, ta femme, tes enfants, ta famille va bien, ton papa, ta maman, le Covid, ça va. Ça peut même durer 1 heure. Il y en a, ça peut durer 5 minutes. Et après, on va parler de travail. Il faut être très patient. Voilà. Donc, les rapports humains, pour moi, ils sont très importants. C'est primordial, pour pouvoir tirer le maximum de chacun en ce qui concerne l'organisation. Parce que souvent, quand on parle d'organisation, il y a énormément de tâches ingrates. C'est des choses, voilà, où moi je me suis retrouvé parfois à faire des choses. Il faut vraiment mettre son ego, sa fierté de côté pour les faire. Voilà. Quand tu étais joueur et que tu passes de l'autre côté, que tu dois ramasser le t-shirt mouillé d'un joueur ou ses crampons, bah, au début, c'est pas facile, tu vois, parce qu'on avait l'habitude qu'on te le fasse, toi. Et ces personnes-là sont confrontées à ça. Les intendants, souvent, c'est les intendants, souvent. Ils ont quand même des tâches très ingrates. Ramasser les ballons, fin de séance devant le but, et ça tire dans tous les sens, un ballon à droite, à gauche, partout, et c'est lui qui va aller les ramasser. Et ensuite, il va ramasser ton linge, il va aller le laver. Ton linge, il vient pas à temps, le joueur, il n'est pas content. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que l'humain est très important. C'est des personnes comme nous, ces personnes-là qui travaillent pour l'organisation. Donc voilà, après, comme je disais, l'organisation, ça englobe énormément de choses. Il y a ce qui concerne les déplacements, le logement, la nourriture. Et nous, sur les éliminatoires Coupe du Monde, on a été très fort là-dessus, vraiment très fort, avec toujours un souci d'anticipation. Et puis, ça nous a permis d'avoir ce petit temps d'avance, préparer les choses en amont, envoyer quelqu'un en reconnaissance lorsqu'on va jouer à l'extérieur, quand on va jouer en Ouganda, quand on va jouer au Kenya. Donc, ces victoires, elles sont venues grâce à ça aussi.
Parce qu'il n'y a pas que ça, bien évidemment, le terrain, il y a travailler, aller superviser l'adversaire, faire des séances vidéo, avoir une connaissance vraiment de l'adversaire. Toutes ces choses-là font partie de notre organisation qu'on a et qui nous a permis d'avoir des résultats, surtout pour ces éliminatoires. Donc on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé après, sur le match de barrage. Mais quand on a un petit peu bafoué tous nos principes, eh ben on a perdu le fil, tout simplement. C'était terminé. Et c'est pour ça que je dis que l'organisation, c'est le nerf de la guerre. Et c'était quoi justement bafouer ces principes? Parce que le Mali, vous sortiez justement d'une phase éliminatoire de groupe parfaite, quasiment parfaite, 5 victoires, 1 nul. On vous sent, on va dire, en pleine bourre, l'ascension. Entre-temps, il y a la CAN. Est-ce que c'est pas là que la dynamique s'est cassée? Parce qu'il y a cette sortie dès les huitièmes de finale contre la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, on dirait qu'il y a quelque chose, qui n'allait plus. En tout cas, c'était des fois l'impression que ça donnait de l'extérieur. Alors, sur la CAN, je dirais oui et non, parce qu'on finit cette CAN avec un sentiment mitigé. On sait quand même que c'est une contre-performance, parce qu'on avait été là-bas avec beaucoup d'ambition. Mais on sort là-bas, on a 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 1 but encaissé, 1 but sur penalty. À aucun moment on a été dominé par nos adversaires. Bon, la Tunisie, c'était l'adversaire le plus coriace qu'on a eu. Ensuite, Gambie, on a eu la Mauritanie. Et la Guinée équatoriale qui a quand même battu l'Algérie. C'était quand même une sacrée performance, mettre fin à la série d'invincibilité des Algériens. On a quand même pris ce match avec beaucoup de sérieux, mais on le perd au tir au but. Parce qu'on a pêché dans la finition. Dans les 20 voire 30 derniers mètres, on a manqué un peu tout simplement de créativité, de prise d'initiative, manqué d'agressivité dans ces 30 derniers mètres. Et au final, on perd au tir au but. Donc il y a un sentiment mitigé parce que lorsqu'on sort comme ça d'une CAN et que d'ailleurs on a un barrage, c'est très facile de se remettre en question en réalité, parce qu'on n'a pas gagné. Si on avait gagné la CAN et que derrière on a un barrage, il peut y avoir du relâchement. Dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait plus facilement du relâchement que le contraire. Donc là, on reste sur notre faim, mais à la fin du match de Guinée équatoriale, j'ai encore le souvenir, on se réunit au rond central et on se regarde tous et on se dit hey, les gars, dans 2 mois, il y a un challenge très important, encore plus important. On a perdu, ok, mais c'est peut-être ça qui va nous permettre de gagner, d'aller chercher la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'était quand même un objectif, je pense, pour tout le monde. Ça aurait été la première, ça aurait été, voilà, c'est quelque chose de marquant quand même pour le Mali. D'autant plus qu'après, moi, quand je regarde l'effectif du Mali, quand je regarde la progression, même si c'était un barrage contre la Tunisie, pour moi, le Mali devait passer contre la Tunisie. Après, voilà, le match aller, on va dire, vous avez 10 minutes où il n'y a rien qui va. Ça arrive des fois dans un match comme ça, il n'y a rien qui va entre le but contre son camp, le rouge. Le match retour, il y a ce but hors-jeu, pas hors-jeu, action de jeu, pas action de jeu, VAR, pas VAR qui est compliqué. Le foot, ça se joue à des détails. Mais même, je pense qu'au-delà de ça, le Mali devait passer parce que c'est une sélection dont on dit que, quand on regarde les joueurs, il y a du talent au Mali. Ça, je pense, à toutes les lignes, il y a du talent. Et c'est une équipe qui, en tout cas, moi, des fois, me laisse un petit peu sur ma faim parce que je me dis, il manque quelque chose, un truc pour que ça prenne, en fait. On se dit, il y a tous les ingrédients, mais il manque ce petit truc en plus qui fait que, hop, tu vas basculer du côté où tu vas être parmi les équipes qui vont être des rouleaux compresseurs. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il nous manquait quelque chose, c'est évident. Le staff était bien placé pour le savoir parce qu'on a construit cette équipe. On a commencé un cycle avec des joueurs que vous voyez actuellement qui ont 24 ans, qui en avaient 19 à l'époque. Pour la plupart, les Amadou Aïdara, les Moussa Djenepo, pour les plus jeunes. Après, on a quelques joueurs plus aguerris, plus expérimentés, Amari Traoré par exemple, ou même Chico Doumbia, qui est un petit peu plus âgé que les autres. C'est vrai qu'il manque quelque chose, il nous a manqué un peu plus de folie, emballer nos matchs. Voilà, parce que de la qualité, il y en a, on a énormément de maîtrise, on concède très peu d'occasions, très peu, peu importe l'équipe, on arrive quand même à avoir une organisation défensive très performante. C'est une bonne base, on a énormément travaillé sur ça, sur le pressing, récupérer le ballon très haut, ce contre-pressing aussi, qui nous a permis de récupérer des ballons hauts et derrière se projeter et marquer. Mais c'est bien de le faire en éliminatoire contre le Kenya, contre l'Ouganda. Ce n'est pas des mauvaises équipes. Là, tous les matchs sont compliqués en Afrique. Mais nous, on ne nous attendait pas là. Ouais. On ne nous attendait pas là. Justement, c'est là que je veux en venir. Est-ce que ce n'est pas le fait que le Mali soit attendu maintenant?
Tu vois, tu te dis, oui, il y a les grosses nations qu'on attend toujours, tu vois ou pas. Mais maintenant, le Mali aussi. Bien sûr. C'est plus, oui, le petit outsider. Vous n'avez plus le même statut en fait, quelque vous part. n'avez plus le même statut. Vous n'êtes pas forcément favori, mais dès on va dire les favoris peut-être aller par exemple pour la CAN, c'était genre Sénégal, Cameroun, Algérie et autres, après directement Mali. Automatiquement. Bien sûr, on le savait. Ouais. Les joueurs en premier, ils le savaient parce qu'ils ont tous progressé individuellement. Ils ont tous franchi des paliers en club. Ils se sont tous affirmés. Et en sélection, c'est vrai que l'état d'esprit était très bon. Ils en avaient conscience. Ouais. Parce qu'il y a le discours qu'on leur apporte, la direction où on veut les amener. Il y a aussi cette prise en charge du groupe collectif où ils se disent des choses, parfois. Et on les entend. Nous, on prend acte. Parfois, on entend certaines choses. On se dit, ah, ils ont de l'ambition. Ils ont envie d'aller chercher quelque chose. Tout comme nous. Donc c'est parfait en réalité, tout est réuni pour qu'on fasse quelque chose. Alors bien sûr qu'il y a aussi l'attente enfin, des adversaires ou sinon des adversaires qui nous prennent plus au sérieux. Mais justement, c'est là où il faut répondre présent, où il faut avoir du caractère, c'est là où il faut avoir plus de personnalité, c'est là où il faut plus s'affirmer, même individuellement à un moment donné, quand on voit des coéquipiers qui sont en difficulté, on doit être là pour le prendre par la main et lui dire « Allez, on y va ». C'est parti, donc tout le monde a constaté qu'on avait très peu de leaders. Même si on m'a entendu prendre la défense et je ne m'en suis pas caché, bien sûr que ce n'est pas moi qui allais dire le contraire aux gens qui ont constaté qu'on n'avait pas de leader. Vous avez vu, quand on a des observateurs du football qui disent « Oui, au Mali, on a l'impression qu'il manque des leaders ». Et moi, derrière, je leur dis « Non, on a des leaders dans chaque ligne. Notre gardien, c'est un leader. On a un défenseur central. Bissouma, c'est un leader. Devant, Koné, c'est un leader. » Mais je ne vais pas leur dire que j'allais dire, c'est-à-dire que je ne vais pas dire au monde entier qu'on n'a pas de leader, même si c'est vrai, parce que nous-mêmes on le savait qu'on n'avait pas de leader. Donc c'était une façon aussi de communiquer avec eux. Vous entendez ce qu'ils disent, on vous critique et nous on vous défend. C'est ce message-là qu'on voulait envoyer, même si on le sait puisqu'on en parle en interne. On vous défend, on sera tout le temps derrière vous. Rendez-le nous au stade, mais rendez-le aussi et faites fermer les bouches aux personnes qui disent ça. Ils vous piquent. Et ils ont raison dans le fond. Donc on vous défend, mais en réalité, rendez-le nous. Mais comment tu l'expliques ça? Regarde, je vais te dire simplement, quand tu parles de... Dans le fond, on n'a pas vraiment de leader. Amari Traoré, capitaine à Rennes, capitaine en équipe nationale. Déjà, moi, si je regarde un peu l'équipe, pour moi, déjà, ça, c'est un leader. Yves Bissouma. Ça ne peut pas être autre chose pour moi qu'un leader par rapport à ce qu'il fait en première ligue, quand c'est le joueur que c'est. Moi, j'ai joué contre Amadou Aïdara. À Leipzig, sur le terrain, il parle. Il replace, il fait ci. Donc là, déjà, j'en compte 3. Après, non, mais ça suffit pas. Je suis d'accord avec toi, Ibrahim. Mais c'est pour ça que pour moi, le mot leader, c'est même pas le mot le plus approprié. Les joueurs en sélection, tous les joueurs qui sont en sélection doivent avoir du caractère. Beaucoup de caractère. Je te prends l'exemple du Cameroun à l'époque, là, 2000-2002. Mais il y en avait partout, il y avait même trop de caractère. C'était incroyable dans toutes les lignes. Ils étaient injouables. Tu sortais dans le couloir, tu les regardais, mais ils avaient envie de te bouffer. C'était ça, les lions indomptables. Tu vois? C'était incroyable. Donc tu peux être un leader dans ton club, arriver en sélection, avoir un petit peu plus de retenue. Alors que, évidemment, que le peuple ne demande que ça, le staff demande que ça, parce qu'il y a aussi une attente qui est énorme. Donc parfois, il y a un petit peu de retenue, de pression. Et cette pression-là, on dit toujours qu'il faut la transformer en énergie positive. Et on n'a pas réussi à le faire. Donc moi, je suis convaincu qu'Amari est un leader. C'est pour ça que quand les gens disent qu'on n'a pas de leader, c'est même pas le mot. On manque de caractère. Mais il ne faut pas non plus se tromper de combat. Alors, on va faire référence au 8e de finale où il y a ce fameux penalty qui est oublié par M. Gassama. Et on nous a un petit peu reproché de ne pas avoir été voir l'arbitre. De vice. De ne pas avoir entouré l'arbitre, de fois d'avoir entouré le match. Déjà, je pense que c'est même un peu culturel, ça. En Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Mali, encore une fois, ils sont éduqués d'une certaine façon, où il y a ce respect de l'autorité, de l'arbitre, du coach. C'est des joueurs qui sont formés dans des académies, académies JMG, où on est très scolaire quand même. On écoute vraiment ce qu'on nous demande de faire et on le fait. C'est pas la même mentalité que
les jeunes du Red Star ou du PFC, où tu vois, le coach va lui dire un truc, tu as l'impression que le jeune ici, il sait tout. Parce qu'il a appris à jouer dans son quartier, il va te répondre et tout. Au Mali, on n'est pas comme ça. Donc on nous disait de prendre l'exemple sur la Guinée équatoriale, mais on n'a pas du tout la même culture en Afrique de l'Ouest. La Guinée équatoriale, tu avais l'impression de voir une équipe sud-américaine. Sans leur manquer de respect, tu avais l'impression de voir une équipe de voyous sur le terrain. Bah c'est ce que c'est un petit peu quand même. C'est ça, ils savent en fait parce enflammer le match. Ça aussi. J'ai envie de te dire, si c'est veut rivaliser que sur le jeu avec le Mali, ils ont zéro chance. Donc ils ont leurs arguments. Un C'est-à-dire qu'ils ont des arguments techniques qui sont peut-être un peu plus limités que les nôtres. Ils ont des arguments tactiques parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes s'organisent bien. Toutes. Tu peux prendre n'importe quelle équipe. Il y a une organisation de base. Et ensuite, ils compensent un petit peu leurs lacunes par ça. Par la grinta, par la fougue, par aussi comment dire, les agressions verbales qu'ils peuvent avoir. Parce que si on peut parler d'agression verbale, hein. Quand un joueur arrive, il t'insulte, il va t'insulter, il insulte ton pays. Il y avait même un joueur de Guinée équatoriale qui avait, il me semble, insulté Mané. Il avait insulté Mané Sénégal. Ouais. Mais sur le terrain, ça existe, hein, tout le monde le sait quand même. Ils peuvent te faire sortir du match. Donc on ne peut pas reprocher au Mali, aux joueurs du Mali, de leur reprocher de ne pas être comme la Guinée équatoriale. Parce qu'eux-mêmes, ils auraient aimé être comme certains joueurs maliens sur un plan technique, par exemple. Et c'est culturel. On n'a pas cette culture, nous, de tricher un petit peu, d'avoir ce vice-là, tu vois. Il y a une faute, tirer un petit peu sur le ballon, pousser le ballon un petit peu plus loin pour que l'adversaire ne joue pas. Tu vois, on n'a pas cette culture-là. On ne peut pas l'inventer du jour au lendemain. Après, ça passe peut-être par des expériences, mauvaises expériences, en tout cas comme la Guinée équatoriale. Par exemple, moi, je te prends l'exemple du Sénégal. On a souvent dit justement aussi qu'on était un petit peu comme ça, qu'on râlait pas derrière l'arbitre, écoute, tu te prends jaune, tu dis rien, l'adversaire il fait faute, il prend pas jaune, tu dis rien. Et on a vu aussi par exemple à la finale de la CAN 2019, voilà, il y avait peut-être une faute de main de Guedioura, on fait pas pression sur l'arbitre, des choses comme ça. Finalement, avec deux ans plus tard, on voit l'évolution de l'équipe. On sent qu'une équipe déjà qui met plus de pression, des fois sur certains points chauds, qui peut faire basculer le match. D'autant plus, par exemple, je prends le match de barrage aller contre l'Égypte. Potentiellement, Nampalys Mendy peut se prendre 2 jaunes. Finalement, il en prend qu'un. Des choses comme ça. Et là, je me dis, le Sénégal a évolué, tu vois. Mais par exemple, le Mali, je trouve que vous n'en êtes pas encore arrivé à ce niveau. C'était encore pas trop tendre, mais c'est trop... Justement, peut-être le côté caractère. Trop respectueux. Trop de respect, ouais. Alors que le football, je trouve maintenant, c'est un sport de voyous. Si tu es trop respectueux, trop propre, en fait, vous jouez un peu en costard-cravate, on est propre. Alors que le football, maintenant, il faut être un peu sale. C'est triste à dire, hein, à notre époque, mais je trouve que c'est un peu ça. J'ai fait une intervention qui a peut-être été mal comprise ou peut-être que je me suis mal exprimé. Je disais que nous, on était à l'image même de notre population en réalité. Tu vas au Mali, il faut voir comment tu vas être accueilli. On va t'accueillir les bras ouverts, on va tout te donner. Tu vois, ils n'ont rien, les gens, ils vont te donner un toit, ils vont te donner le petit thé, ils vont t'accueillir vraiment. Et au stade, il faut regarder comment ça se passe lorsqu'une équipe vient jouer au Mali. Mais avant d'en venir là, je veux dire, nous, quand on se déplace, quand on va jouer à l'extérieur en Afrique, il faut voir comment on est reçu. Je peux te dire que les adversaires ne sont pas reçus de la même façon. Alors, je ne dis pas ça que c'est ce qui va faire gagner le match ou pas. Mais je disais, on reproche aux joueurs d'avoir une certaine mentalité, alors que tu regardes même le public sportif malien, et ils sont pareils que les joueurs en vérité. Tu arrives au stade, au Mali, mais tu vas pas recevoir de bouteilles sur la tête. Tu vas pas recevoir de laser dans tes yeux. Tu vas pas, l'arbitre ne va pas être sous pression, comme ça peut être le cas ailleurs en Afrique, dans d'autres clubs. L'arbitre, il va être bien accueilli, il va pas sentir, tu sais, la pression du public. Et je crois qu'il faut savoir comment ça se passe ailleurs pour comprendre ça, en fait. Quand tu vas jouer au Libéria et que autour du stade, tu as une cinquantaine ou centaine de militaires avec une Kalachnikov. Ils sont là, en général, pour assurer la sécurité du stade. Mais quand tu vas chercher le ballon en touche, est-ce que ce même-là, il te regarde avec sa Kalachnikov et tu as l'impression qu'il va te manger? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, il y a des fois dans l'Afrique, tu te dis... Je suis plus fort que l'adversaire, mais si je gagne là, est-ce que c'est bon pour moi? C'est ça, tu vois. Et c'est comme ça. Tu sors à l'échauffement, tu prends la foudre du public. Je te donne l'exemple du Libéria, et tu vas jouer dans certains pays. L'Ouganda, hein, tu as été, moi on a été en Ouganda. Ouais, avec la Guinée. Même l'Ouganda, c'est chaud quand même, quoi. C'est pas évident. Ah ouais.
c'est pas évident. Moi, j'ai été des matchs, même dans des nations comme le Rwanda, bien éduqué et tout. Je t'assure qu'on a été joué là-bas en 2014, un match éliminatoire Coupe du Monde. Ouf, c'était chaud. Donc, alors, je dis pas qu'il faut agresser les adversaires. Loin de là, hein, tu vois. Et puis, d'ailleurs, Jamel Belmadi en parlait récemment. Il disait qu'en parlant de Gassama, il disait qu'il fallait pas le tuer, etc. Il fallait comprendre ce qu'il voulait dire. Moi, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Les gens, il y a certaines personnes qui font semblant de ne pas comprendre. Mais c'est ça, quoi. On ne parle pas d'aller agresser les arbitres, mais leur mettre la pression. C'est-à-dire que la pression qu'ils veulent, que les joueurs doivent mettre, qu'on reproche de ne pas mettre surtout. Hein, bah, eux, est-ce qu'ils sont capables de la mettre sur les arbitres, sur l'adversaire quand il vient au stade? Parce que c'est ce qu'on reçoit quand on va à l'extérieur. C'est ce que j'avais voulu faire passer comme message. Donc, on a voulu dire, oui, il dit que venir jouer au 26 mars, le public est incapable de remplir le stade pour mettre la... Après, des fois, je trouve maintenant, il faut un peu le poids des images pour que les gens se rendent compte. Par exemple, tu vois, le Sénégal, les lasers, c'est pas dans la culture. Et pourtant, on a vu au barrage retour, le stade, c'est une discothèque. Il y avait des lasers partout. Parce qu'en fait, là, justement, le poids des images, ça a énormément joué parce qu'au match aller, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup tourné quand on voyait voilà, les lasers sur Edouard Mendy, sur Bounassar et autres. Et les gens ils se sont dit non, mais c'est pas possible, il faut qu'on réagisse. Et du coup, là, une mobilisation express. Et en très peu de temps, voilà, ils sont équipés, ils ont pris des lasers et tout. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas qu'il y avait autant de lasers au Sénégal. Et est-ce que aussi, ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut pour le Mali aussi leur montrer les images, dire voilà aussi, il faut certes pousser son équipe parce que c'est la base. Je veux dire, quand on va au stade, c'est pour pousser son équipe, mais aussi mettre une sorte de pression. Après, ce n'est pas une pression malsaine, mais c'est la pression qui est inhérente au sport de haut niveau et au football. Ben voilà, il faut que l'adversaire sente que là, je suis chez le Mali. Ouais, il y a énormément de possibilités de mettre, si tu veux, la pression sur l'adversaire. Parce que, comme je disais, on parlait de culture. C'est pas dans notre culture, nous, Maliens, d'aller chercher un laser, de le faire. C'était pas dans la culture du Sénégal. Mais il faut trouver, chacun doit trouver les outils qu'il faut pour se dire, on est chez nous, on va marquer de notre empreinte ce stade. Ça va être notre marque de fabrique. Quand ils viennent au stade à Bamako, les adversaires, ils vont savoir que c'est chaud. Donc, il faut trouver des choses. Ouais. C'est à eux de tout en étant hospitalier, voilà. Je veux dire, l'équipe est bien reçue et tout, mais voilà, le monde humain se dire que non, là, tu joues un adversaire, il y a son public aussi qui va le pousser. Les Maliens aiment beaucoup le football. Remplir le stade, ça ne va pas être un problème. Supporter son équipe, non plus. Mais quand je dis supporter son équipe, la pousser pour qu'elle marque, tu vois, c'est encore autre chose. Parce que remplir le stade, observer le match, regarder attentivement... regarder les actions, s'emballer quand il y a quelque chose, ça, c'est une chose. Mais le pousser pendant 90 minutes, c'est encore autre chose, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas jouer, alors je vais prendre un exemple, peut-être que c'est encore une fois une culture différente, mais va jouer en Algérie ou va jouer en Tunisie même, hein, en Tunisie. Il y a des chants au Maroc, il y a des chants, tu vois. Il y a des supporters qui sont là, qui ont déjà préparé des animations en tribune pour pousser, pour galvaniser les joueurs. Ils sont moins spectateurs, ils sont acteurs en quelque sorte du match. Parce qu'ils encouragent, ils poussent et ils mettent en même temps la pression à l'arbitre. Donc moi, encore une fois, ce n'est pas un reproche que je vais faire, c'est un constat. Ce n'est pas un reproche que je vais faire auprès du public malien, c'est un constat. Et encore une fois, les acteurs principaux, c'est ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que ça peut être un plus, mais s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas te servir d'excuse en disant on n'a pas gagné parce qu'on ne nous a pas assez poussé, parce que le stade n'était pas assez plein. Ce n'est pas valable comme excuse. Est-ce que vous n'êtes pas victime, j'ai envie de dire quand j'entends tout ça, est-ce que vous n'êtes pas victime du beau jeu? En fait, est-ce que parce que tu nous parlais de ce côté de vice que vous n'avez pas ou que vous devrez avoir plus, du stade qui n'est pas forcément rempli ou alors qu'on ne sait pas pousser son équipe, tu sais, au moment où tu dis là, ouais, là c'est l'autre quart d'heure, ou alors reconnaître, tu sais, un bon pressing, un bon tacle. Est-ce qu'on est... En fait, il n'y a pas de tolérance parce que vous avez des bons joueurs, vous avez un fond de jeu, vous êtes fort au football, donc on n'accepte que ça. Autre chose, on ne veut pas d'une équipe qui va tacler, tu sais, qui va mettre des coups, qui n'est pas à l'image de notre société. On est dans le beau jeu, on veut voir du beau jeu, c'est ce qu'on produit. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et on veut gagner comme ça. T'as tapé dans le mille. T'as tout dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien jouer, ça ne paye pas en Afrique. Tu peux avoir tous les principes de jeu que tu veux.
c'est pas forcément ce qui va te faire gagner. Nous, comme je te dis, on est parti de très loin avec cette sélection, c'est-à-dire qu'il a fallu reconstruire d'une page blanche. D'accord. Même si les jeunes qui sont là étaient dans les sélections juniors, etc. Donc, il fallait mettre des principes de jeu en place, fallait créer une dynamique de groupe, un état d'esprit. Il y avait énormément de choses à créer. Et parmi toutes ces choses-là, nous, on a voulu instaurer un style de jeu, à donner un style de jeu à l'équipe. On a coché toutes les cases aujourd'hui. C'est acquis, tu vois. Donc, on a constaté qu'au Mali, il y avait une bonne équipe. Il y avait une équipe qui avait un style, il y avait une équipe qui avait un jeu séduisant, attractif, pas de problème. Maintenant, ce qu'on attend de cette équipe, c'est qu'elle gagne. Alors, est-ce que tu as besoin de tout ça pour gagner? C'est pour ça que je dis que tu as tapé dans le mille. En réalité, on n'a pas besoin de tout ça pour gagner. Voilà, tu peux avoir un style avec un jeu moins chatoyant. Le Sénégal, tu t'en souviens, le premier tour de la CAN. Attention, le premier tour de la CAN, contre la Guinée, contre le Malawi. Et c'est qui le troisième? Le Zimbabwe. Mais c'est un but marqué. Un but marqué sur penalty. À la 80. Exactement. Mais par contre, ils avaient un état d'esprit. Et ils ont été très patients. Ils se sont dit, c'est une compétition. Premier tour, on va dire la vérité, hein, c'est une formalité. Si tu ne passes pas ce premier tour, tu n'as rien à faire à la CAN. Voilà. Passer le premier tour aujourd'hui, tu ne dois pas... La preuve, nous, on a fini premier du groupe devant la Tunisie. On a fini premier du groupe, mais on est resté tranquille. On savait que la CAN commençait en huitième de finale. À partir du moment où tu passes les huitièmes de finale, la véritable CAN commence. Parce que même la huitième de finale, quand tu es premier du groupe, tu tombes soit contre un deuxième ou soit contre un troisième. Et ensuite, le quart de finale, ça commence. Et là, on aurait dû jouer, en cas de victoire, le Sénégal. Le début de la CAN. Quart de finale, là, tu reviens dans la configuration d'avant. C'est-à-dire que tu sors du premier tour, quart de finale, demi et finale. Ça va très vite après. Mais là, il y a les meilleures équipes en général. Tu vois? Parce qu'en huitième de finale, tu as des repêchés, des troisièmes qui sont un petit peu par hasard. C'était le cas de la Tunisie. Ils sont arrivés troisième du groupe. Ils ont quand même réussi à battre le Nigeria en huitième. Ils se retrouvent en quart de finale. Ils ont quand même perdu 2 matchs au premier tour contre le Mali et ils ont perdu contre la Gambie. Ça, c'était une vraie surprise. Donc, il peut y avoir des surprises et tout, mais la CAN, elle commence en quart de finale. Et ce n'est pas le beau jeu que tu vas produire et tu vas développer lors du premier tour qui vont faire de toi un favori pour la CAN. Non, loin de là, loin de là. Donc, le beau jeu n'est pas suffisant. C'est bien au Mali, ça joue bien. Les maillots, ils sont beaux. On a ce sentiment que l'équipe peut aller loin. Il y a des joueurs qui évoluent dans des grands championnats. Mais ça ne suffit pas. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a des paramètres aussi externes parce que toi, tu as été joueur. Tu peux juger justement de comment était la sélection et la fédération avant et comment est la sélection et la fédération maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne changent pas. Alors, autant il y a certaines fédérations qui arrivent petit à petit à gommer certains problèmes, autant le Mali, j'ai l'impression, je dirais pas c'est structurel parce que ce serait négatif et ce serait un petit peu caricatural, mais il y a encore eu des histoires de primes, de maillots, de où est-ce qu'on fait ce stage-là, de terrain d'entraînement et autres. Et on se dit en fait, quand tu regardes les joueurs qui composent l'équipe du Mali, c'est des gars qui jouent, pour certains, dans les meilleurs clubs, dans les meilleurs championnats. Et comment est-ce que ces gars-là, on peut encore les traiter de la sorte? J'ai l'impression que du coup, tout n'est pas mis en œuvre pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Et à partir du moment où l'équipe n'est pas dans les meilleures conditions, et surtout les joueurs, ben à un moment donné, le revers de la médaille, c'est que le jour où tu arrives sur le match couperé, mais c'est là que ça passe pas. C'est vrai. C'est vrai, d'un rassemblement à un autre, on peut aller d'un extrême à l'autre. C'est incroyable. Les choses qui évoluent dans le bon sens sont moins visibles que les choses négatives qui persistent en fait. Et on a l'impression que rien n'a changé. Je vous parlais tout à l'heure de la phase éliminatoire où, au point de vue organisationnel, on a été irréprochable. Mais ça s'est peu vu en réalité. Alors que nous, de l'intérieur, moi je me disais, mais par rapport à quand j'étais là en tant que joueur, mais il y a un fossé énorme. C'était pas possible d'être dans un 5 étoiles avec des lits king size, avec des primes qui sont là à temps, prendre un avion, affréter un avion, aller en déplacement. Ça n'existait pas ça. Et on avait tout ça. Donc tu gagnes derrière.
Et évidemment que nous, dans nos rapports, on dit il faut continuer, on se félicite. Nos dirigeants, on leur dit quand c'est bien, il faut aussi leur dire. Bien sûr. On ne doit pas amener que des choses négatives. Donc tu te dis, on a retenu la leçon, on a fait un pas en avant. Et quand tu vois que derrière, pour un match de barrage, tu fais 2 pas, pas 2 pas en arrière, tu fais 10 pas en arrière, c'est-à-dire que tu viens, ton centre d'entraînement n'est pas prêt, les primes ne sont pas présentes. En ce qui concerne l'alimentation, la nourriture, c'était parfait. On est parti avec un cuisinier, ça c'était parfait. Mais c'est le plus important, ton outil de travail aujourd'hui, le terrain, là où tu dois t'entraîner, préparer tes séances. Un terrain digne d'une, je vais pas dire une 4e division, mais c'était pas possible. Des chambres, des lits qui ne respectent pas les standards, le minimum, quoi, tu vois. Je me dis, on a fait. C'est pas 2 pas en arrière en faisant un pas en avant, c'est 10. Ouais, mais ça, on est retombé. Et ça se joue en l'espace de quoi? De 2 mois. Et pourtant, alors que vous savez qu'il y a l'échéance barrage, que normalement tout doit être fait autour de cette double confrontation pour emmener le Mali à sa première Coupe du Monde. Franchement, moi je suis joueur, je passe 2 mois avant, on me met dans des bonnes conditions, je me dis, je me mets inspiré en me disant, il y a peut-être un truc qui se passe, ça va le faire. 2 mois après, je reviens, je vois ça, je me dis, mais attends, c'est bon. Bien sûr, et je pense que le public sportif l'a bien compris en réalité. Ils se disent c'est pas possible. C'est-à-dire que souvent quand il y a un mauvais résultat, les premiers à encaisser, c'est le staff. Les joueurs, ils en prennent aussi pour leur grade. Mais quand tu as autant de critiques envers les dirigeants, c'est pour toutes ces choses-là. Et nous, on a envie que nos dirigeants comprennent. Je vais prendre l'exemple, et je n'ai pas peur de le citer, du président en place, président Bavieux, qui est arrivé avec beaucoup d'ambition, avec des promesses qu'il a tenues. Il a fait en sorte de nous mettre dans les meilleures dispositions. Il a surtout fait en sorte qu'il y ait de la continuité. Mais il n'est pas seul. Il y a un président, il y a un bureau fédéral, il y a aussi le ministère des Sports, parce qu'on est aussi très dépendant du ministère des Sports. Et il faut que toutes les planètes soient alignées. Et lui, c'est le premier qu'on voit, à qui on va demander des comptes. On va tout de suite dire, c'est le président, il faut tout de suite, il faut qu'il démissionne. Alors que lui, il a fait passer le mot derrière, il a fait en sorte d'être aussi très attentif à ce qui se passe, mais ça ne répond pas derrière. Les composantes, parce qu'il va charger, c'est pas lui qui va aller vérifier même s'il l'a fait, mais qui va aller vérifier si le centre d'entraînement il est prêt. C'est pas lui qui va aller voir si le lit il est adapté. C'est pas à lui. Tu fais confiance à des gens, tu envoies des gens. Je veux dire, moi, quand tu es mal entouré, tu ne peux rien faire. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Quand tu es un dirigeant et que tu es mal entouré, c'est pas possible. Bon, ça, du coup, ça, il le sait qu'il est mal entouré quand il voit que ça se passe comme ça d'un rassemblement à l'autre. Mais quand il le constate, c'est trop tard en fait. Parce qu'il se dit la même chose que nous, que le staff ou que même certains joueurs. Il se dit, maintenant ça c'est acquis. On a réussi à faire ça, il faut qu'on continue comme ça. Donc tu demandes à des personnes de faire la même chose et tu te rends compte que y a un problème. Donc voilà, ça crée très vite des dysfonctionnements, des conflits, etc., etc. Et une perte de temps surtout, parce que quand tu veux récupérer ton équipe, c'est on s'entraîne, on fait tactique, on pense au match. C'est ça. Eh ben oui, et tu perds combien de temps, combien d'énergie tu perds mais déjà, surtout, tu laisses ça. Tu te tues à expliquer que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va être déterminant, qui va conditionner peut-être même le jeu que tu vas produire. Ah oui. Quand tu as un joueur qui n'a pas dormi parce qu'il n'a pas la clim et qui fait 40 degrés au Mali au mois de mars, et que son lit, son matelas, il est dur comme du béton, mais tu dors par terre, c'est la même chose. Il se réveille le matin au petit déjeuner, il a mal au dos, et que tu n'as pas d'ostéo, puisque tu avais un ostéo, mais pour des raisons, tu n'as plus d'ostéo, comment tu fais? Oui, bien sûr, tu perds, et demain, on demande la tête tout de suite du coach, de son staff, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que, alors, dans ta position à toi, je vais prendre l'exemple, et aussi de celle de joueur, maintenant d'entraîneur adjoint, donc là, tu ne fais plus partie de l'équipe en tant qu'entraîneur adjoint. Est-ce que tu as le droit de critiquer, toi? Critiquer? Oui, non, je vais te dire pourquoi je te demande ça. Parce que si tu dis quelque chose, on va dire, il sabote. Il ne veut pas que ça avance parce que lui, il était là, maintenant, il n'est plus là. Alors que ce que tu vas dire, peut-être que c'est vrai, c'est constructif. Moi, je peux prendre
Ou sinon, on va aussi dire pourquoi est-ce que tu l'as pas dit Oui, pendant pourquoi que tu tu l'as étais. pas dit avant? Moi, on me reproche beaucoup Alors, de critiquer, mais je donne mon avis si je pense que c'est pas juste. Est-ce que toi, tu as le droit? c'est très simple. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais en interne. Tu vois. Mais parfois, le linge sale doit se laver en famille, surtout quand on est dans une telle organisation. Tu ne peux pas montrer tes faiblesses à tout le monde. Nous, déjà, entre les deux matchs, entre la CAN et le match de barrage, c'est ce qu'on a fait. Les Tunisiens, ils étaient avec des pop-corn, ils regardaient tous les feuilletons qu'il y avait. Hein. C'était des épisodes qu'il y avait entre les deux, hein, avec le Mali. Hein. C'était incroyable. Hein. On a montré, mais aux yeux de tout le monde, nos certaines faiblesses. Déjà, ça, c'est pas très beau. Mais je veux dire, la critique, elle est importante même, je dirais. Constructive. Il faut qu'elle soit constructive. Il faut qu'elle soit faite pour faire avancer, mais pas à des fins personnelles. C'est juste ça, en fait. Tu vois, quand tu as des gens qui critiquent en disant il y a tel et tel problème, ils te trouvent tous les problèmes du monde, et derrière, ils te disent que eux, ils ont la solution. C'est eux qui l'ont, hein. C'est leur propre personne. Pour moi, c'est pas ça qui nous fait avancer. Critiquer, taper sur tête, sans même savoir, sans même avoir les tenants, les aboutissants, tu vois. Il faut toujours savoir avoir certains éléments pour critiquer. Après, il y a des choses visibles, hein, qui, bien sûr, que tout le monde peut se permettre de juger. Il faut savoir que la critique, nous, en tout cas en ce qui me concerne, je ne la refuse pas, loin de là. Je l'accepte. J'accepte la critique, c'est-à-dire qu'elle fait avancer. Dans tous les cas, pour moi, elle permet d'avancer. Elle permet de te remettre en question. Parfois, on critique, on dit certaines choses et tout. Alors que toi, tu l'as déjà pensé. Alors tu dis, si eux, ils le pensent, mais tant mieux en fait. Tant mieux. Ça va me permettre, moi, d'avancer. Ça va me permettre de, voilà, tout simplement, de me réinventer en quelque sorte et puis amener des solutions. C'est sans cesse ça, en fait. Quand tu as à ce poste, sélectionneur, adjoint, et que tu dois apporter des solutions pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Toi, justement, maintenant, actuellement, tu as pris du recul vu que tu n'es plus dans le staff à la sélection. Ça a été un peu agité ces dernières semaines avec cette histoire de sélectionneur, Winfried Schäfer, finalement pas Winfried Schäfer, finalement Eric Schell, parce qu'on a vu qu'il y avait eu une grosse pression populaire pour avoir un sélectionneur local, même si on va dire Eric Schell, c'est un peu la même trempe qu'Aliou Cissé et Djamel Belmadi, c'est un peu le même, voilà, c'est le même cursus, voilà, c'est des locaux, entre guillemets, mais bon, quand même, ça reste des locaux. Comment est-ce que toi, tu as suivi justement cet épisode, cette transition avec ce nouveau staff qui va se mettre en place? Je vais être honnête, j'ai complètement coupé, moi. Voilà, parce que il fallait du repos. Il fallait surtout, comment dire, un peu de tranquillité, régénérer un petit peu son esprit, mon esprit tout simplement, quoi. Penser à autre chose. Et avec un peu de recul, je voyais un petit peu ce qui se passait. Donc j'attendais juste de voir le dénouement. Qui est-ce qu'ils vont choisir? Voilà, tout simplement. Donc la tendance voulait que ce soit un local. Mais j'ai vu un moment Schäfer et j'ai été, comme tout le monde, très étonné de voir Schäfer qui est en pôle pour prendre le poste. Donc voilà, j'ai été très étonné parce que pour moi, il fallait de la continuité. Continuité, ça veut dire continuer avec un sélectionneur local qui connaît le Mali, qui a joué ou qui a entraîné au Mali, qui connaît le contexte, qui est tout simplement même malien. Pour moi, c'était une bonne idée de continuer parce qu'on a montré, je le dis vraiment en toute humilité, hein, je pense qu'avec Magasuba et l'ensemble du staff malien, on a montré qu'on n'était pas plus con que les autres, tout simplement. Donc les compétences, elles peuvent venir de partout. Mais quand tu les as chez toi, pourquoi forcément aller avoir toujours cette volonté d'aller chercher ailleurs en se disant c'est meilleur ailleurs? Tu as des Maliens aujourd'hui qui ont cette connaissance du terrain. Moi, je ne parlerai même pas de diplôme, je dirais cette connaissance du terrain. Mais pourquoi aller chercher ailleurs? Il me semble qu'il y avait un sélectionneur de Djibouti, c'est ça, qui s'était proposé. Je voyais un peu de loin. Oui, Julien Mat, ouais. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, comment ils ont étudié sa proposition. Si à un moment donné, ils avaient retenu sa candidature, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est un jeune entraîneur. Mais il y a combien de jeunes entraîneurs aujourd'hui maliens? Il y en a beaucoup aussi.
Voilà, donc on a montré, je pense qu'on a montré qu'avec un staff malien, on était capable de faire des choses intéressantes. Pas forcément mieux que les autres, mais en tout cas pas moins bien. Voilà. Ouais. Moi, je vais te demander un truc. Quand tu vois donc tout le feuilleton, au final, peut-être ça allait être Schaeffer, mais après, il y a une pression populaire pour que ce soit Shell qui vient. Tu ne te dis pas que pour lui, ça va être plus dur maintenant? Pour lui, parce que de ce qu'on a entendu, après, est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'il y a les joueurs, certains joueurs qui ont dit non, on veut que ce soit lui. Bon, moi, je ne sais pas si c'est des joueurs, mais en tout cas, il y a eu des pressions pour Oui, que... est-ce que là c'est pas plus dur pour lui? Si on se dit oui, En alors... tous les cas, le niveau d'exigence, il va être très élevé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle différent. Tu vois, la phase 1, elle est terminée, hop, on l'a rangée, hop. Là, on est dans une autre phase, là, avec des joueurs beaucoup plus matures. C'est plus les petits jeunes, là. Voilà. Et surtout, on a identifié les problèmes de cette équipe. On a identifié notamment l'animation offensive, parce qu'il nous a manqué pas mal de choses, mais le plus visible, c'était la finition. Voilà. Et là, on sait qu'on doit... Le nouveau sectionnaire, en l'occurrence Eric, va devoir trouver les solutions pour que l'équipe marque plus de buts, mais marque surtout ou gagne lors des matchs coup près, là, un match de barrage, ou sinon, avant ça, il y a la CAN, un 8e de finale. Il va falloir passer ce 8e de finale. Peu importe la manière, mais passer, ça voudra dire marquer. Parce que s'il y a 0-0 tir au but, tu trouveras tout le temps des gens dire bah, lui, il est passé au tir au but. Avant ça, ils sont passés, ils ont perdu au tir au but. Vous avez perdu 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Il va devoir gagner un 8e de finale, 1-0, 2-0, 3-0. C'est là où on attend l'équipe. Là, on attend le prochain sélectionneur qui fasse franchir un palier à cette sélection à ce niveau-là. Voilà, parce que vous êtes les premiers à le dire que oui, le Mali a un beau style de jeu, c'est plaisant de voir un jeu d'équipe. Tout ça, c'est acquis. Une défense, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire une campagne d'éliminatoire en encaissant 0 but, 16 points sur 18. C'est très difficile de faire 18 sur 18. Mais je ne pense pas que la marge elle soit pour faire mieux. Donc, l'équipe va devoir vaincre et convaincre. Et convaincre, j'insiste bien là-dessus parce que convaincre, ça voudra dire garder toujours ce beau football, convaincre par le concret, par les buts. Aujourd'hui, on ne veut plus que tu gagnes 1-0. Je m'en souviens, notre premier match d'éliminatoire, d'ailleurs, on gagne 1-0 contre le Rwanda. Les gens, ils n'étaient pas contents. Tu lances ta campagne avec une victoire 1-0 à l'extérieur parce que tu as joué à Agadir. Mais on n'est pas content. Oh, regardez, il ne gagne que 1-0 contre le Rwanda. Et ensuite, on fait 0-0 contre Ouganda, en Ouganda. L'Ouganda qui a tapé tout le monde là-bas. Nigeria, qui tape tout le monde. Tu ne gagnes pas en Ouganda. Et on écoute les critiques. Regardez, ils n'arrivent même pas à battre l'Ouganda et tout. Derrière, le Kenya, il vient, bim, 5-0. Ça, je trouve, c'est fou en fait. Souvent, les supporters de sélection, notamment en Afrique, j'ai l'impression maintenant, en fait, on se regarde juste nous. On voit notre équipe, on dit, ouais, elle est belle. On peut taper un tel. En fait, on ne regarde pas les autres équipes. Alors qu'en fait, l'Ouganda, quand on regarde les stats, et ce que personne ne fait, l'Ouganda tape tout le monde chez elle. C'est dur d'aller gagner là-bas parce qu'en plus, ils te font jouer sur leur terrain synthétique là, à 14h. Voilà, c'est des conditions qui sont compliquées. Tu vois, un joueur qui vient d'Europe, qui est dans de bonnes conditions et tout, on t'emmène là-bas, je veux dire, au bout d'un quart d'heure, et tes poumons ils te disent, hé gars, ralentis. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, et surtout quand tu es dans un staff, c'est d'avoir une vraie connaissance de tes adversaires. C'est la première des choses. Moi, juste après le tirage au sort d'éliminatoire de Coupe du Monde, quand on est tombé contre Rwanda, Ouganda et Kenya, le lendemain, j'avais vu les 3 équipes. Parce que dès le soir même, j'ai été regarder déjà le premier match d'un de mes adversaires. Et j'avais vu le lendemain le match du Rwanda au Cameroun. Ils ont joué à Japoma. C'est ça, à Japoma. 0-0. Au Cameroun. On parle quand même d'une nation qui a 5 étoiles sur le maillot. Le Rwanda avait fait 0-0 là-bas. Et c'est là où je me suis dit, attends, c'est un cadeau empoisonné en fait. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de détermination aussi. C'est pas parce que le Rwanda a fait 0-0 au Cameroun qu'on va les regarder, on va dire attention, ça va être dur et tout, ça va être... Non, comment on va faire pour les battre? Et ça a commencé le lendemain. Et on a eu quasiment 1 an pour préparer ces matchs-là. Donc,
même ne serait-ce que les battre 1-0, c'est 3 points et ça lance ta campagne. Et ça a été ça pour tous les adversaires. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant qu'adjoint, je peux dire aujourd'hui que j'ai une vraie connaissance de tous les adversaires que j'ai rencontrés et tous les adversaires que je peux potentiellement rencontrer. Voilà. Moi, le Malawi, mais je savais que c'était tout sauf une mauvaise équipe. Attention, il faut aller jouer au Malawi, sur leur synthétique là-bas. Bon, là, ils ont fait un nouveau stade. Il faut aller jouer en Éthiopie, aller gagner en Éthiopie là, à 2000 mètres d'altitude, 1500, 2000 mètres d'altitude. Attention, ils t'attendent là-bas. Ils s'en foutent, hein. Tu joues en France, en Allemagne, en Angleterre. Tu arrives, c'est 11 contre 11, c'est la nation. Éthiopie, Sénégal, Éthiopie, Mali, Éthiopie. C'est du 11 contre 11. On va se rentrer dedans. On défend notre pays, on défend nos valeurs, on veut rendre fiers nos familles, etc., etc., etc. Et c'est jamais facile. Il n'y a plus de petits adversaires en Afrique. C'est fini. Et est-ce que si l'occasion se représente par le futur, on te repropose de réintégrer un staff de la section du Mali, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pour l'instant tu te dirais j'ai assez donné et je veux souffler encore? Bah, déjà, ça voudrait dire que j'ai déjà soufflé, puisque si on me le propose... Oui, mais bon, après, des fois, tu sais, ils veulent faire des pauses très longues parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été. Peut-être justement, ça pourrait être un retour conditionné aussi. Peut-être faudrait que ça aille, ça aille, que ça changé aussi. Ah ouais, bien sûr que cette première expérience, en tout cas, si jamais je devais revenir un jour, je peux dire que cette première expérience aura été pour moi plus qu'enrichissant. J'ai tellement appris. Avant tout à côté du sélectionneur qui est chevronné, hein, qui est expérimenté hein, et qui a fait un travail remarquable en Afrique, au Sénégal, au Gabon, au Congo. Bien sûr que ça sert tout ça. Donc il y a des choses qu'il faut évidemment que après ça dépend de mon rôle, mais on va penser comme ça. Si demain je devais être entraîneur, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Quand tu as mis les pieds dans le métier et qu'on te demande de servir ta nation, d'être sélectionneur de ton pays, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Voilà, donc évidemment que je viendrai. Mais là, aujourd'hui, ça, c'est pas du tout d'actualité. Hein. C'est pas d'actualité. Il faut que je me forme davantage, il faut que j'apprenne encore. C'est quoi l'entraîneur Fous alors? L'entraîneur Fous? Ouais, c'est quoi tes sensibilités? Qu'est-ce que tu veux que tu demandes de ton équipe, tu vois? C'est très difficile à dire. Moi, si j'ai envie tout de suite de te faire plaisir ou aux personnes qui nous écoutent, je me dis, bah, moi, l'entraîneur Fous, bah, regardez, Jürgen Klopp, c'est mon exemple. Guardiola, c'est mon exemple. Et oui, tout le monde va être content. Ah, il a envie de faire jouer l'équipe comme eux. Non. Moi, aujourd'hui, je dirais même que mon mentor, et je le dis avec beaucoup de fierté, c'est Mohamed Magasuba. Ouais, parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et il n'a rien à envier à aucun entraîneur. Parce que demain, tu lui donnes Manchester City ou peut-être même à Aliou Cissé, hein. Tu lui donnes Liverpool. Je ne suis pas sûr qu'il ferait mieux ou moins bien. On ne sait pas en réalité. Mais imagine un entraîneur africain aujourd'hui avec un effectif comme celui de Liverpool. Tu penses qu'il va finir 15e de Première Ligue? Avec Van Dijk, avec Sadio Mané? Il finit quand même, Aliou Cissé finit quand même champion d'Afrique avec Sadio Mané. Il n'est pas plus bête que les autres. Il faut qu'on arrête, nous déjà, Africains, d'avoir ces complexes en se disant « Oui, bah, nos références, c'est tel et tel et tel ». Donc moi, c'est difficile aujourd'hui pour vous séduire de vous dire « Oui, moi, Fous, l'entraîneur, c'est ça, 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 ça ». Non, j'ai énormément d'idées. Après, il faut les mettre en place. Il faut surtout tout simplement que tes joueurs y adhèrent à tes idées. Donc, je pense que avec ce qui s'est passé avec la section du Mali, dans tout ce qu'il y a eu de négatif, évidemment que j'en suis responsable, mais ce qui y a eu de positif, on ne peut pas dire que je n'ai pas ma part de responsabilité parce que quand tu es dans un staff, de toute façon, tu as énormément d'échanges avec le sélectionneur. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un sélectionneur qui m'a légué son pouvoir et une bonne partie. Il m'a donné beaucoup de responsabilités, donc j'ai pu faire passer énormément d'idées. Et il avait bien sûr le premier choix, c'était lui le responsable, c'est lui qui tranche. Mais évidemment que quand je te donne un exemple, on fait une composition d'équipe et qu'on se pose la question si on doit jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, évidemment qu'on échange et que peut-être qu'à un moment donné, il va dire « Ah bah tiens, Fous, ce qu'il m'a dit, bah, je vais retenir. On va peut-être partir dans ça, il a peut-être raison. »
Et d'ailleurs, c'est arrivé plein de fois où je pensais avoir raison et il a eu raison et vice-versa. C'est-à-dire qu'il pensait avoir raison et j'ai réussi à le convaincre. Je lui dis, non, non, coach, et si on partait sur ça? Et derrière, bah, il se dit, ah bah, on fait le match, on part sur ça. Il me suit, hein, à un moment donné, ça peut arriver. Et il se dit, ah bah, j'ai bien fait de le suivre. Et parfois, c'est le contraire. Et je vais te dire, c'était plus souvent le contraire. C'est pour ça que je dis, j'ai la chance d'avoir un sélectionneur très expérimenté, qui a quand même entraîné un petit peu partout en Afrique et qui m'a énormément apporté. C'est une chance, ça. C'est parce que il fait preuve de beaucoup d'humilité. Et tu sais que c'est pas beaucoup comme ça. Tu sais, on va pas se mentir, tu sais, on a le côté africain, quand c'est moi le boss ou je suis plus âgé, et ben on fait comme je dis. Lui, tu dis que vous discutez, tu arrives à le convaincre de le faire changer d'avis, il te délègue beaucoup, il te donne beaucoup. Donc là, c'est vraiment, tu sais, le rôle de, voilà, entraîneur et entraîneur adjoint. Tu sais, tu n'es pas l'entraîneur adjoint qui va juste poser les plots. Diriger la séance. Diriger la, voilà. Un adjoint passif. Oui, voilà. C'est tout ce qu'il ne faut pas être, quoi. Tout ce que je n'ai pas voulu être, c'était un adjoint passif. J'ai aussi pris mes responsabilités. Donc, comme je disais, c'est là, à la fin de notre aventure, on a remercié le coach et tout son staff. Mais vous avez souvent vu des adjoints qui passent numéro 1. Donc, ça veut tout dire pour moi. Voilà. Si tout le staff a été remercié, si je suis parti avec lui, il y a une raison. Si j'avais été un adjoint passif et qui joue sa carte personnelle, je serais peut-être encore avec la sélection. Je vous le garantis. Je serais peut-être encore aujourd'hui avec la sélection. Mais je pense avoir été fidèle. Voilà, je pense avoir été très fidèle. J'espère que les gens qui vont écouter ce passage, ils vont comprendre ce que tu dis en substance. Oui. Je fais allusion à personne. Mais en tout cas, le message soit compris. Ah, mais évidemment. Non, parce qu'il y en a, ils veulent pas comprendre, Fous. Tu dis quelque chose, ils veulent pas comprendre. Entendre, c'est une chose, comprendre, c'en est une autre. Parfois, on essaie de faire passer des messages, ils sont très clairs, mais on trouve, avec les réseaux, etc., on trouve toujours des personnes qui arrivent à enflammer. Ils ont même des gourous maintenant. Il y a des anciens, tu sais, des personnes malveillantes qui essayent d'amener un maximum de personnes avec eux en disant « Regardez ce qu'il a dit etc. » Tout ça pour te décrédibiliser. Moi, vous avez tous vu, ou peut-être si vous suivez un petit peu, un jour, il y a une conférence de presse de notre président. Il y a un journaliste qui a posé la question, il a posé la question au président. Quel est le diplôme de Fousseni Diawara? J'ai fait 4 ans et demi là-bas. Et c'est entre le match entre la Coupe d'Afrique des Nations et le match de barrage que le journaliste a posé la question de mon diplôme. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est une question qu'il aurait dû poser le premier jour. On t'a nominé. Mais il a trouvé cette brèche-là parce qu'on était dans un moment un petit peu de flottement où le staff était remis en cause. Et là, on a posé cette question. Et après, ils ont véhiculé un message en disant « Fousseni a un petit diplôme de Clairefontaine. Comment on peut se retrouver en Afrique avec un diplôme d'initiateur de Clairefontaine ?» Je répète mot pour mot. Tout ça, c'est fait pour te toucher, alors, on a essayé de toucher l'ancien joueur, tu vois. On essaie de toucher le sélectionneur ou l'adjoint, en ce qui me concerne. Et ensuite, on essaie de toucher l'homme. Pour moi, on n'a touché aucun des trois. Parce que j'ai rien à prouver en réalité. J'ai passé mon diplôme. Aujourd'hui, j'ai le UFAA. Rigobert Song a l'UFAA, il est sélectionneur, il est numéro 1. Kaba Diawara a l'UFAA, il est numéro 1. Et ils ont posé la question. Et derrière, ils ont apporté eux-mêmes la réponse en disant « Quel diplôme a Fousseni ?» Sachant que j'ai l'UFAA. Et ils ont répondu que j'avais un diplôme d'initiateur de Clairefontaine. Tu sais, le plus bas diplôme, c'est ce qu'ils ont voulu. Alors moi, je te dis, c'est pour ça que je te dis que ça ne m'a pas touché, mais pas du tout. Ça m'a même fait rire, ça m'a même fait sourire, tu vois. Donc moi, personnellement, je pense que dans ce métier-là, il faut toujours prendre un peu de recul, il faut toujours avoir cette humilité aussi. Tu n'as pas besoin de te justifier, ça ne sert à rien. Parce que si j'ai envie de répondre, on va tomber dans des bassesses, ça ne sert vraiment à rien. Mais on doit justement, nous, essayer de se donner la main, de faire en sorte qu'on évolue dans nos mentalités. Quand on réussit, quand ça se passe moins bien, il ne faut pas essayer de tout remettre en cause, tout remettre en question. Ça arrive, tu dis ça, tout ça.
Moi, je te dis vraiment, on en avait parlé. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, Mansour, le space sur Twitter. Oui. Je te jure, hein, pour de vrai, hein, après le space, il y a Malik, un ami à nous deux, Traoré, qui m'a écrit « Fous n'aurait pas dû faire ça ». Et moi, je lui dis « Ben ouais ». Et franchement, déjà, moi, il y a deux choses. La patience que tu as eue. Et deuxièmement, je me suis dit « Pourquoi il fait ça, Fous ? Pourquoi, limite, il doit se justifier auprès de tout le monde ? Pourquoi il doit rendre des comptes à tout le monde ? Au final, tu dois rendre des comptes à qui ? Aux gens qui t'ont employé. Et si on te demande, tu dois dire oui, ok, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'ai envie de te dire aux gens qui t'ont soutenu aussi, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, je me suis dit, en fait, tu as laissé la place, mais en étant toujours très calme, hein, pas une insulte, pas un mot plus que l'autre. Tu as répondu à tout le monde. Et je me dis, mais attends, donc en fait, peut-être que c'est parce que c'est Twitter. Mais moi, j'avais l'impression de dire, mais il est au tribunal, là, ou quoi ? Twitter, c'est un tribunal. Oui, c'est un tribunal. Oui, et je me dis... Mais ça je pense que ça permet... si c'était à refaire, je le referais. Ouais, non, mais je te dis honnêtement, pourquoi ? Parce que j'ai fait des conférences, j'ai assisté à des conférences de presse avec le sélectionneur. Il y a des journalistes au Mali que je respecte, que j'ai connus quand j'étais joueur, qui venaient facilement me poser des questions. Et ensuite, en tant qu'adjoint, même si le coach ouvrait la porte à ça, justement, hein, c'est vrai que le sélectionneur, c'est lui, c'est à lui de répondre. Mais sur certains sujets, ils avaient tout le loisir de me poser des questions. Et j'avais des réponses très claires. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas entendre certaines réponses. Donc, on ne m'a pas posé les questions. Forcément, j'étais assis. Fousseni, il est là, vous pouvez lui poser des questions. On reste muet. Et comme par hasard, quand je ne suis pas là, on pose la question de mon diplôme. Tu vois, tu te dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, moi, j'avais pas forcément énormément de choses à dire, mais j'aurais aimé les dire avec les dire avec les journalistes au Mali. Donc je me suis dit, bah tiens, on a des journalistes parce que c'était une demande qui venait de Très Space, des Aigles du Mali. C'est ça. Et dans ce space, il y avait des journalistes maliens qui devaient être invités. J'attendais certaines de leurs questions. J'aurais répondu volontiers. Ensuite, je connais les règles. C'est-à-dire le tribunal populaire de Twitter, là, je sais très bien. Mais par contre, ça permet aussi à certaines personnes de se remettre en question eux-mêmes. Parce qu'ils pensent détenir la vérité. On est quand même tombé sur quelqu'un qui m'a dit moi, tu me laisses faire l'équipe, je vais faire un 11 plus fiable que le vôtre, quand même. Tu te rends compte? Tu t'en rends compte? Je lui ai demandé trouve-moi 2 milieux offensifs autres que Djenepo et Malouda. Et sans compter les remplaçants. 2 autres. Incapables. Non, il faut que je réfléchisse. Non. Et nous, on doit prendre des décisions vite. Hein. On est sur le banc, il y a un moment, un changement à faire. Tout doit aller très vite. Et lui, il voulait que je lui laisse 3 jours pour le faire. Ben, c'est facile, là. Tu ne peux pas être sélectionneur dans ce cas-là. Hein. S'il te faut 3 jours, nous, on doit les faire instantanément, hein, nos choix. Hein. Tu vois? On a quand même... tu vois? Et surtout, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on fait nos choix au hasard. On a entre chaque sélection, en moyenne, 3 mois pour préparer une sélection. Donc, on observe énormément. Manger du football, moi, je ne fais que ça. Regardez comment je mange plus de football que de repas, moi. Hein. Attention, hein, regarder des matchs par jour, ça peut aller à 5, 6, 90 minutes. Faire une overdose de football, je n'ai jamais fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, observer un Ibrahima Koné qui joue en Norvège, qui est aux oubliettes, que personne ne voit. Mais quand tu sais que Khalifa Koulibaly est blessé, Bilal Touré est blessé, Sékou Koïta, notre maillon fort de l'attaque, est blessé, et j'ai oublié le 4e, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'éponge ou on trouve des solutions? Eh bien, on observe, on regarde des joueurs, on regarde des matchs, et là, on se dit, ah tiens, c'est peut-être son heure. Et la suite, on la connaît, hein, c'est celle d'Ibrahima Koné, qui finit 2e meilleur buteur des éliminatoires de Coupe du Monde, qui met 3 buts à la CAN, 3 pénaltys, mais 3 buts au compteur, il faut les marquer, les pénaltys. Hein. Et surtout qui signe à Lorient. C'est-à-dire que c'est aussi grâce à la sélection. C'est grâce à l'équipe nationale qui s'est fait remarquer. On se dit, on a fait du boulot, du bon boulot, on a fait notre travail. Donc, je donnais l'exemple d'Ibrahima Koné, mais
dans ce space, je disais, qui connaissait Moussa Djenepo avant? Évidemment qu'on connaissait Moussa Djenepo dans les sélections de jeunes. Il était au Standard de Liège. Il était remplaçant au Standard de Liège quand on l'a fait venir en sélection. Il avait 19 ans, il était remplaçant au Standard de Liège. Nous, on a contribué justement au développement de ce joueur. Il a fait la CAN avec nous, et 2019. Et juste avant la CAN, je m'en souviens, il avait fait les éliminatoires, il a fait, etc. Et juste avant la CAN, il avait signé à Southampton. Donc on se dit quand même qu'on a contribué, entre guillemets. Même si c'est un faible pourcentage, mais la sélection l'a quand même aidé à se mettre en valeur quand même. Donc c'est ça qui est gratifiant pour nous. C'est ça qui est gratifiant. Donc dans le space, il y a plein de gens qui ont des pensées, etc., qui pensent savoir mieux que toi. Donc moi, très tranquillement, hein, et j'ai mes arguments. Et je considère que mes arguments, ils sont assez solides pour faire face à n'importe qui. Je sais, entre guillemets, de quoi je parle parce que je suis plongé dedans. Tu vas me lancer sur un sujet? Pas de problème. Pourquoi m'énerver? Je peux te répondre tranquillement, sans avoir le sentiment d'avoir la science infuse et tout, moi, en toute humilité, tu vois. Donc aujourd'hui, Twitter, c'est bien parce que c'est un moyen de communication, on a un moyen de s'informer, mais c'est un moyen de communication aujourd'hui, pour moi, essentiel. Voilà. Direct, surtout, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, on peut atteindre directement qui on veut. En tout cas, ça permet ce qui est bien aussi, c'est que ça permet d'enregistrer aussi. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer ce que tu vas dire. Quand tu fais une interview à quelqu'un et qu'il écrit sur papier et tout, et qu'il pervertit tes propos. Je te donne un exemple. Cheikh Doucouré, pendant les éliminatoires de Coupe du Monde, qui joue à Lens, décide de ne pas venir. Donc moi, je fais un space avec Malik Traoré à l'époque. Et il me pose la question sur Cheikh Doucouré, qui est un super joueur. Hein. Mais au milieu de terrain, on a une concurrence qui est incroyable. Donc il me pose la question sur Cheikh, et je lui dis, bah, Cheikh, écoute, il est confronté à la concurrence, tout comme au RC Lens. Donc il a choisi de ne pas venir. Voilà, donc il y a la concurrence, il y a énormément de joueurs, il y a des choix. Donc tu as des médias, je ne vais pas les citer, mais des médias maliens qui, pour le buzz, reprennent juste ce que j'ai dit, mais ils le changent. Au lieu de prendre mot pour mot ce que j'ai dit, ils vont dire Cheikh Doucouré a peur. Foussine Diawara dit que Cheikh Doucouré a peur de la sélection, de la concurrence en sélection. C'est pour ça qu'il préfère rester au RC Lens. C'est plus du tout la même chose. Ouais. Donc, face à tout ça, quand les gens se mettent à reprendre, ouais, Fouss, regardez ce qu'il a dit, certains médias s'amusent à regarder ce qu'il a dit. Moi, je suis très tranquille. C'est enregistré, je sais ce qui a été dit sur un space. S'ils veulent savoir si j'ai bien dit ça, ils ont qu'à réécouter. S'ils pensent que moi, je vais leur donner la réponse en leur disant non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Alors là, il ne faut même pas compter sur moi. Je réponds même pas, ça ne sert à rien. Sinon, tu t'en sors pas, en fait. Tu t'en sors pas. C'est trop compliqué. Là, ça dépasse le club, là. On parle d'un pays, quoi. C'est tout le monde veut savoir. Il y a une passion incroyable autour de... Donc, tout ce que tu vas dire, ça va être épié. Ça peut être aussi, entre guillemets... perverti, hein. C'est comme ça. Hein. Malheureusement, Fousseni, le temps qui nous est accordé, il touche à sa fin. On va juste finir en te posant une dernière question qu'on pose toujours à tous nos invités. Essaie de nous faire ton 11 de rêve, malien ou africain, comme tu veux. Tu as le choix. 11 de rêve. Ouais. Bon, 11 de rêve. Alors, dans les buts. C'est dur. Hein. Là, pour le coup, il faut faire une équipe. Il y a du monde. Hein. Quel gardien je mettrais? C'est très, très difficile. Déjà, avec le gardien... Là, tu bloques au gardien. Ouais, je bloque au gardien, mais il y a eu tellement de bons gardiens. Si je reste sur l'Afrique, c'est Thomas Nkono, parce que de tout jeune, tu sais, le Cameroun, premier gardien, moi j'avais 9-10 ans quand le Cameroun en 90, hein, la Coupe du Monde. Nkono, voilà, dans les buts. Après, à droite, Cafu. Voilà, moi je suis fan, Cafu, brésilien. À gauche, pareil, Brésil, hein, c'est Roberto Carlos. Dans l'axe, je mettrais une charnière avec Lilian Thuram et avec Paolo Maldini. Voilà. Après, tu joues comment? Bah, je pense que je jouerais quand même avec une sentinelle et deux relayeurs. Voilà.
Donc en sentinelle, je mettrais bien Patrick Vieira. Ensuite, je mettrais en relayeur, je mettrais Zidane. Zidane et un Xavi. Voilà. Après, à droite, je mettrais Messi. À gauche, je mettrais Cristiano Ronaldo. Et devant, je mettrais... oh là là, c'est difficile, le numéro 9. Franchement... T'hésites entre qui? Entre deux joueurs, mais vous allez peut-être être étonné. Ronaldo. Entre Ronaldo et Benzema. Et Benzema? Pas Eto'o? Non. Moi, mais j'aime beaucoup Eto'o et Benzema parce que je suis obligé de faire référence à ce qu'il fait en ce moment. J'ai tellement apprécié la carrière du joueur que je le considère comme un des meilleurs numéros 9 de l'histoire du football. L'un des meilleurs. Ah, je te rejoins, moi, c'est ça. Tu vois. Mais pour rester dans l'ancien, je mettrais quand même Ronaldo. On est vraiment dans une équipe avec des joueurs, voilà, la plupart, c'est des anciens. Bah, tu peux en enlever personne dedans. Et après, tu te dis, tu sais, il n'y a pas de Ronaldinho, il n'y a pas de Thierry Henry. En fait, c'est ça, il y a tellement de joueurs, tu vois. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ouais, après, ouais. Et en entraîneur. Il y a tellement... En entraîneur, si on reste dans l'ancien, non, Ancelotti, je pense que pour gérer tout ça, un Carlo Ancelotti, très bon dans le management, très bon tacticien, il pourrait gérer l'ancienne génération et, entre guillemets, la nouvelle. La nouvelle, c'est Messi et Ronaldo. Je pense qu'il pourrait les gérer sans problème. Après, en remplaçant, tu peux mettre tout le monde. Drogba, Samuel Eto'o. Tu peux te faire plaisir. Hein. Moi, j'ai été très fier d'avoir joué avec déjà des grands joueurs maliens comme Seydou Keita, Frédéric Kanouté, Mamadou Diarra, Momo Sissoko. C'était des super joueurs. Mais malheureusement, ils ne sont pas dans l'équipe. Ils sont sur le banc. En tout cas, on valide l'équipe. Fousseni, merci beaucoup pour ta participation. C'était franchement top. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Mali d'être enfin, on va dire, entre guillemets, même s'ils sont déjà dans le cours des grands, et puis peut-être faire cette bascule, ce petit truc qui va faire que maintenant tu passes des déceptions à la victoire que tout un peuple attend. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ibou, on se retrouve bientôt. À bientôt. Ça marche? Ça va. Allez, ciao, ciao.